Bonjour et bienvenue à Y'a pas d'âge, des aînés de la francophonie manitobaine se racontent. Ici Monique Lacoste. Aujourd'hui, nous nous penchons sur le phénomène du vieillissement chez les aînés qui s'identifient à la communauté LGBTQ2+. Il faut se rappeler qu'au moment où nos invités sont venus au monde, l'homosexualité était toujours considérée un crime au Canada. La décriminalisation est arrivée en 1969, mais on le sait, la stigmatisation, la discrimination ont continué pendant des décennies et en fait, l'homophobie est toujours bien vivante encore aujourd'hui, on le sait. Pas étonnant donc qu'encore aujourd'hui, il se pourrait qu'une personne âgée ne puisse ou ne veuille pas afficher son identité de genre ou son orientation sexuelle. Cela dit, l'inclusion sociale et la non-discrimination sont essentielles pour toutes les tranches d'âge, bien sûr, parce que ça fait partie des déterminants sociaux de la santé. On pourrait donc dire que leur importance est un facteur pour vieillir gai, fier et en santé. On a avec nous aujourd'hui 3 personnes qui s'identifient à la communauté LGBT2+, qui ont bien voulu nous parler de leur réalité et partager leurs perspectives sur le vieillissement et comment bien naviguer la prochaine étape de leur vie. Alors, je vais vous présenter nos 3 invités. Jacques Desaulniers a grandi à Saint-Boniface et après avoir complété son bac, il est parti en Asie, où il a vécu pendant plus de 25 ans. C'est aussi en Asie qu'il a rencontré son époux. Et Jacques est de retour au pays depuis quelques années pour vivre cette prochaine étape de sa vie avec sa famille. Raymond Sherwood est un entrepreneur de Winnipeg. Il est en couple depuis de nombreuses années déjà et a fait le tour du monde avec son conjoint. La famille est d'une importance capitale pour Raymond. Et comme il savait qu'il n'aurait pas d'enfants, il était vraiment déterminé de former une relation proche avec ses neveux-nièces et il va nous en parler. Suzanne Rémillard a vécu sur une ferme à Saint-Joseph avec ses parents, ses 6 frères et sœurs. Suzanne savait très jeune qu'elle était un peu différente des autres filles, mais ça a pris beaucoup de temps avant qu'elle puisse l'avouer, comme c'est le cas dans la plupart des gens qui venaient de petits villages catholiques. Elle a donc connu le mariage, elle a 2 enfants, et ce n'est que beaucoup plus tard qu'elle s'est dévoilée et aujourd'hui, elle vit en couple avec son épouse et est la fière grand-maman de 3 petites filles. Alors voilà, on a mis la table. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation, Raymond, Suzanne et Jacques. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Alors, je le disais dans l'intro, vous êtes tous nés dans les années 1960. La notion d'une communauté LGBTQ2+, la fierté gay, c'est pas quelque chose que vous avez connu dans votre enfance, Jacques? Non, je n'ai pas connu ça dans mon enfance, certainement pas ici à Saint-Boniface, non. Alors, comment est-ce que tu peux décrire la réalité pour toi comme un jeune garçon qui essayait de figurer ce qu'il y avait peut-être de différent? Oui, c'était très difficile. Je pense que pour m'informer, j'ai essayé de lire, de trouver des informations à la bibliothèque. Dans le milieu dans lequel j'étais, le milieu scolaire, une fois que j'étais devenu adolescent, c'est devenu très difficile. Et j'ai fait ma dernière année d'école, ma 12e, à Winnipeg, à l'Université de Winnipeg. Et as-tu trouvé des réponses à la bibliothèque? J'ai trouvé, oui, des informations. Oui. Oui, c'était un début. Oui, d'accord. Suzanne, quels sont tes souvenirs, toi, comme jeune fille? Étais-tu consciente dès un jeune âge qu'il y avait quelque chose de différent? Non, parce qu'on n'en parle pas de ces choses-là. Alors, tout se découvre par elle-même, je pense. Donc, non, du tout. Donc, je savais qu'il y avait quelque chose qui était différent, mais quoi, on ne sait pas. Puis, on n'en parle pas. Il n'y avait rien de vraiment visible, disponible, que ce soit. Donc, tu prends la route que tout le monde prend, vraiment en réalité. Qui est de se marier. Qui est de se marier. Alors, tu sais, après la 12e, bon, qu'est-ce qu'il y a? OK, on va se marier. Puis,
c'est ça. Après la prochaine étape, ben, on a des enfants, puis toujours étant donné dans un petit village catholique, francophone catholique, c'est pas que tu divis pas de ça. Vraiment, tu divis pas. Donc, c'est ça. Alors, 2 enfants, puis c'est ça, la vie continue, puis... en tout cas, mon histoire est un peu longue, donc je vais juste arrêter là pour répondre à la question. Et on y reviendra Oui, à la prochaine étape, absolument. Raymond, toi, te souviens-tu qu'il y avait un tabou autour de l'homosexualité quand tu grandissais? Est-ce que tu te posais des questions là-dessus? Oui, évidemment, il y avait un gros tabou. Je savais que j'étais attiré à la physique masculine depuis très longtemps, mais oui, c'était pas comme quelque chose qu'on ne peut pas s'en parler, c'était pas vraiment ouvert. Et puis, c'était essentiellement tabou comme un jeune garçon, le pire sur lequel tu pouvais être nommé si on t'appelait gay ou, tu sais, tapette. C'était pas vraiment... C'était une insulte. C'était une insulte la plus sévère qu'on pouvait... Alors, depuis longtemps, moi, je pense, quand j'étais jeune, c'était plutôt nier cette partie-là de ma vie. Je comprenais pas vraiment ce que c'était comme jeune enfant. Et à l'adolescence, encore, c'était plutôt garder ça en secret. Je pensais pas qu'à un moment donné, que je pouvais... m'identifier comme gay. Je voyais ça à San Francisco, à New York, sur la télévision. Je ne m'associais pas à ces gens-là. Donc, je me disais, bon, c'est une réalité peut-être en moi, mais je ne pouvais pas vraiment faire face à cette vérité-là. Je n'étais pas encore prêt en adolescence de faire face à ce que j'avais en moi. Absolument. Et en même temps, ton frère a fini par se dévoiler aussi. Absolument. Comme homosexuel. Étais-tu au courant quand tu étais jeune? Non, pas du tout, aucunement. J'avais aucune idée. C'est ça, parce que c'était pas des sujets dans lesquels qu'on discutait. Alors, c'est ça. C'était juste, on gardait ça à l'intérieur, et puis... C'était pas vraiment... Il y avait aucun réseau. Il y avait... Comme, je veux dire, je pense que j'ai même pas pris, moi, d'aller à la bibliothèque pour m'informer c'était quoi. Comme je savais c'était quoi, mais je savais que c'était tabou. Donc, je pensais jamais que je pouvais le vivre. Que c'était même une option. Exactement. C'était pas vraiment une réalité dont je pouvais faire face. Je veux parler de cette réalité qui est de porter le fardeau du secret. Ouais. Tu as parlé même de vivre un mensonge quelque part. C'est lourd, ça, porter une réalité qu'on a. Puis en plus, c'est son identité là, qu'on est en train de cacher. Qu'est-ce que ça a été pour toi, Jacques, que de porter ce secret? Alors, avec moi, je suis pas tout à fait certain qu'il y a eu un secret. Je pense que j'ai toujours été ado, très évidemment gay. Tout le monde le savait. Et tu sentais qu'il le savait? Bon, j'avais des rétroactions, disons, qui m'éclaircissaient. Ouais, on savait qui j'étais. Mais il n'y avait pas de vocabulaire, de moyen de parler de ces choses. Alors, on garde le secret, mais je pense que pour moi, c'était très évident. D'accord. Mais le fait de ne pas pouvoir vivre pleinement, librement qui on est-ce que ça a été lourd à porter quand même? Absolument, oui. Quel effet que ça a finalement, physiquement, mentalement? J'ai été très malheureux. Et puis, j'ai eu le problème que je pense d'autres personnes ont eu, où j'ai pensé que, alors je n'allais pas finir mon école secondaire, je voulais quitter. Ce que tu as fait, tu as quitté j'ai fait changement, l'école francophone, évidemment, que tu avais connue depuis le même groupe, et tu es allé dans une plus grande école anglophone. Ouais. Est-ce que ça a été mieux là-bas, plus facile là-bas? Je me suis rappelé quelque chose récemment. Le premier jour de la 12e année, à l'école, on attend, blablabla, blablabla. Il y avait un gars... On s'est fait l'œil. Jamais que j'aurais pu faire ça ici, à l'école. Mais là-bas, c'était déjà différent. Et puis, ouais. Un peu plus ouvert ou est-ce que c'était l'anonymat? Bonne question. Je pense que déjà, c'était plus gros. Alors, ça te permet un peu d'anonymat, un peu plus de liberté. Mm-hmm. Raymond, de ton côté... c'est quand même une bonne vingtaine d'années, 24, 25 ans avant que tu aies pu vivre librement là, qui tu es pleinement. Qu'est-ce que ça a laissé chez toi, le fait d'avoir dû vivre un mensonge? Mais ça a été lourd, comme tu dis, parce que tu peux pas vraiment être authentique. Alors, tu sais, je me croyais un peu traître ou comme
Puis tu en étais conscient, là. J'étais conscient, mais de toute façon, ça m'a aussi... ça a créé en moi une sorte de résilience que j'ai su à un moment donné, si jamais, même si j'y pensais pas, à mesure que je vieillissais, je me disais, ben peut-être que ça va être une option. Donc, je me préparais qu'un jour, que peut-être que je devrais sortir du placard et puis que certainement, j'étais pour être... que certains membres de la société étaient pour me refuser ou pas accepter qui j'étais. Donc, en moi-même, ce que j'ai dû réaliser, c'était que je voulais devenir maître de mon propre destin. Je pense que ça a créé en moi une résilience pour que je devienne autonome et que je m'assure que j'étais pour avoir... juste que je devais m'occuper de moi-même. Parce qu'à long terme, sans doute que j'étais pour avoir des obstacles dans la vie, si jamais j'étais pour poursuivre cette vérité-là. Et est-ce que le fait d'être entrepreneur, puis de pouvoir être maître de tes moyens financiers aussi, ça a-tu fait partie de cette réflexion-là? Absolument. Je pense que c'est ça. J'ai voulu... Je ne voulais pas être, moi, étiqueté gay. Là. Je voulais vraiment avoir du succès pour démontrer que j'étais capable de faire une vie comme tout le monde d'autre. Puis je n'étais pas purement pour m'identifier par ma sexualité. Donc, c'est ça. Je pense que ça m'a donné une force, une estime de soi d'avoir du succès, de bien réussir. Et puis, la famille faisait aussi partie de ça. Je voulais aussi démontrer aux autres que même si j'avais pas d'enfants, ça ne m'empêchait pas d'avoir des relations très intimes, très proches avec mes neveux et mes nièces. Absolument. Donc, c'était pour moi important toujours d'avoir ce réseau familial-là. Suzanne, quand on parle de vivre un mensonge ou d'avoir à porter un secret, le choix que tu as fait très jeune a fait que ce virage-là a dû être encore plus difficile. Ça a été vraiment difficile parce que je suis sortie du placard après mes 2 enfants. Quel âge avait-il? Il y avait 12 ans. J'ai perdu ma petite fille aussi à l'âge de 10 ans, alors au cancer. Et c'est seulement qu'après ça, après le divorce, etc., j'ai perdu ma fille. Là, je me dis, ben, tu sais, quand tu perds un enfant, les choses changent dans la vie. Alors, ta perspective est un peu différente. La vie est fragile. Il n'y a pas de temps à perdre. OK? Donc, ceci dit, je me suis dit, bon, that's it, là, j'étais aux études, j'étais en train de faire mon bac. Donc, c'est ça, mon fils a commencé à soupçonner un peu parce que ses amis le taquinaient, etc. Donc, ça a été vraiment difficile pour lui. Ensuite, je suis allée de l'avant, mais on n'a pas parlé. Alors, le premier qui l'a su, c'est mon frère. Parce que je ne pouvais plus le tenir. Puis ensuite, tu sais, avant que ma mère décède, j'ai comme clairé l'air, on dirait, pour genre mettre les choses... elle s'en doutait toujours. Mm-hmm. Donc, elle avait dit à mon père, je pense, mais mon père ne voulait pas. Donc, encore, j'habitais dans un petit village francophone, très catholique. Là, on est dans quelles années, là, environ? Dans les 97. Oui, c'est ça, 97, 98. Donc, alors, quand j'ai gradué de l'université, j'ai eu un emploi tout de suite. Alors, j'ai enseigné. Ensuite, quand tu passes... j'ai passé de l'enseignement à la direction, encore dans un petit village francophone catholique. Donc, tu n'en parles pas parce que tu veux pas faire de vagues, tu veux pas que ça devienne un witch hunt non plus, right? Donc, ça a été vraiment des années assez difficiles, lourdes. Qu'est-ce qui a fait la différence? Y a-t-il un jour où tu t'es dit, ça y est, je l'annonce? Mettons que j'ai pas levé le drapeau puis dire OK ou porter c'est pas ce genre de personne que je suis de toute façon. Ouais. Donc, même quand ça m'a été adressé, j'ai comme genre continué, puis c'est mes droits, etc. Alors, j'ai juste comme agi... pas différent, comme je voulais pas je voulais pas avoir un label, une étiquette, c'est ça. Non plus. Mais donc, éventuellement, on trouve un partenaire, une partenaire. Oui, donc j'ai fait
14 ans avec une partenaire, puis ensuite, ça n'a pas fonctionné. Donc, j'étais avec quelqu'un d'autre, ça va vraiment bien. Mais ma famille, ils sont corrects. Je veux dire, c'est plus une question, là. C'est ça. Ouais. Et puis, ça a-tu fait une grande différence mentalement, oui, physiquement? Parce que là, c'est plus accepté. Alors, je veux dire, on n'en parle peut-être pas plus, là. Mais je ne veux pas vraiment en parler parce que ça ne devrait pas être différent. Je ne veux pas devenir le sujet là, des rencontres de famille. On ne parle pas de la vie sexuelle des hétéros non plus. C'est exactement. Alors, on ne parle pas de ça, donc on ne parle pas de la mienne non plus. Donc, tu sais, c'est un peu ça. C'est sûr que je suis certaine, si je demanderais à mes frères et mes sœurs, ben, tu sais, quand j'ai grandi, pensez-vous, probablement que tout le monde me dirait oui, là. Mais, tu sais, un peu comme tu disais, Raymond, tu sais, les mots comme tapette, t'es gay, etc., à ce temps-là, c'est vraiment difficile. Pour moi, ben, tu sais, c'était tomboy. Mais je suivais mon père. J'ai suivi mon père partout. Comme la mécanique, oui, j'adorais ça. Mais, tu sais, souvent, mes frères et mes sœurs m'appelaient, bon, ben, tu sais, t'es petit tomboy, tu sais. Ouais. Puis, ben, c'est ça. Jacques, le fait d'avoir quitté le Canada, même d'aller vivre en Asie, est-ce que ce choix-là était en partie pour, encore une fois, être plus libre d'être qui tu étais, ou est-ce que c'était motivé par autre chose? C'est une bonne question. Je pense que j'étais tout simplement un peu perdu. J'avais besoin de faire quelque chose. Il me semblait, ça pourrait être une aventure que j'entreprendrais pendant un an ou deux. Et finalement, ça a pris beaucoup plus longtemps qu'un an ou deux. Oui. Et quelle est la situation là-bas pour les gens? Est-ce que il existe des semaines de la fierté en Corée, en Malaisie? En Asie? Bonne question. Alors, ça dépend du pays. Alors, par exemple, au Taïwan, on a tout le monde peut se marier. Okay. Je pense même au Vietnam, il y a eu certains changements qui est un peu surprenant. Dans certains pays, parce que c'est bouddhiste, on ne se fâche pas à propos de quoi que ce soit. La Malaisie, c'est un peu bizarre. Et souvent en Asie, c'est une société très traditionnelle. La famille est encore très importante. Oui. Donc, il n'y a pas nécessairement des semaines ou un mois de la fierté. Et il n'y a pas une super grande ouverture non plus? Pas nécessairement, non. D'accord. Mais malgré tout, vous avez trouvé un partenaire? Mais malgré tout, par exemple, en Malaisie, il y a des boîtes gays, il y a beaucoup de personnes trans qui font partie de la société. C'est quand même un environnement intéressant, mais est-ce que c'est ouvert, oui ou non? Là? Oui, ça, c'est une bonne question. D'accord. Vous venez d'écouter Y'a pas d'âge, des aînés de la francophonie manitobaine se racontent, une capsule audio portant sur le phénomène du vieillissement chez les aînés qui s'identifient à la communauté LGBTQ2+. Soyez à l'écoute de la deuxième partie de notre conversation avec Raymond Sherwood, Suzanne Rémillard et Jacques Desaulniers, où ils discutent du phénomène du vieillissement, des besoins uniques des aînés LGBTQ2+, et de leur souhait d'avenir pour une société plus inclusive. Cette série de capsules audio est produite par la Fédération des aînés de la francophonie manitobaine et réalisée par Phonic Media. La série a été rendue possible en partie grâce au financement du gouvernement du Canada.